La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment d'être au rendez-vous, de nous recevoir. Nous sommes aujourd'hui ensemble encore pendant près d'une heure pour réfléchir aux problèmes de société, rencontre et champ de vos numéros. Nous allons parler aujourd'hui du mois rose d'octobre, circonstances obligent. Tout le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein, une maladie très répandue dans nos jours, surtout dans nos sociétés actuelles. Et ce mois de rose est consacré à une campagne de sensibilisation pour faire prendre conscience à nos jeunes sœurs, à nos filles, à nos épouses et à nos mères de cette maladie qui sévit dans le monde entier. Pour en parler du mois d'octobre rose et de la lutte contre le cancer, je reçois pour vous deux personnes sur mon plateau. À ma gauche, le docteur Damien Ekoué-Kouahe. Vous êtes le président de la FETOL. FETOL, c'est la Fédération togolaise des organisations de lutte contre les maladies non transmissibles. Vous avez assez notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs de la RTDS. C'est cela. Vous avez accepté d'échanger avec M. Awiti Stéphane. Il est le président de la Ligue togolaise de lutte contre le cancer. Merci, M. Awiti, d'être sur nos plateaux. C'est un grand plaisir. Bonjour à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs. Voilà. Quand je le disais, c'est le mois d'octobre, mois rose, pas seulement le mois du rosaire, mais aussi le mois de campagne pour la lutte contre le cancer du sein de femmes. Je vais commencer par le docteur. On va faire comme dans une salle de classe pour préciser les termes de nos échanges en studio. Alors, c'est quoi le cancer quand on en parle en général et quand on parle du cancer du sein de la femme? Le cancer, définition un peu médicale, on dira que c'est une prolifération anarchique de cellules anormales. Mais disons ça plus simple. On prend une cellule, et une cellule doit donner des enfants. Elle va donner des enfants, quand la cellule est ronde, ces filles qu'elle donne doivent être des cellules rondes. Il peut se passer de manière schématique qu'au lieu d'avoir des cellules rondes, qu'une cellule devient carrée. Et que cette cellule carrée doit être détruite rapidement par l'organisme. Et si elle n'est pas détruite par l'organisme... L'organisme a sa défense, n'est-ce pas, de détruire cette cellule en question? Oui, nous avons des soldats, comme nos bérets rouges, comme nos bérets verts, qui vont nous défendre contre les agresseurs, contre les terroristes, comme vous pouvez le dire, extérieurs. Et bien, ces soldats de l'organisme doivent détruire ce qui est mauvais. Et ces cellules mauvaises peuvent apparaître n'importe quand. Nous tous qui sommes ici, on peut avoir à chaque seconde un risque d'avoir une cellule anormale qui apparaît dans notre organisme. Mais il faut que nos soldats soient éveillés pour le détruire rapidement. S'ils n'arrivent pas à le détruire rapidement et que cette cellule, d'une manière ou d'une autre, se reconstitue, commence à se multiplier, il va faire une prolifération anormale, anarchique, et ça va donner le cancer. Donc on peut avoir le cancer partout, comme vous le savez. On peut avoir toutes les cellules peuvent toucher. Toutes les cellules, au niveau du foie, du rein, de la prostate, etc. On peut avoir des cancers partout. Et particulièrement pour le sein, comme on le dit, c'est également une prolifération anormale de cellules au niveau du sein qui va donner une tumeur qu'on appelle une tumeur maligne, c'est-à-dire une tumeur cancéreuse, parce que les cellules anormales sont restées là-bas pendant plusieurs années. Elles ont finalement grandi, elles se sont développées et elles se sont constituées en cancer. C'est ça. Charity, nous sommes dans les préliminaires, nous parlons du cancer du sein. Oui. Oui, comme l'a dit le docteur Fari, c'est une tumeur maligne. C'est une maladie au commencement, non contagieuse. On l'appelle tumeur, c'est ça, au commencement? Oui, c'est une tumeur. Parce qu'il y a les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Une tumeur bénigne peut se transférer, peut continuer par suivre son cours jusqu'à se transformer en tumeur maligne si rien n'est fait. Donc, comme le docteur Kouaï l'a dit, c'est une prolifération anarchique des cellules. Et ce que nous avons dit aujourd'hui, parce que le commun des mortels togolais n'est pas en termes médicaux, c'est que ce n'est pas une maladie contagieuse. Et c'est une maladie qui peut arriver à n'importe quelle femme que ce soit, à n'importe quel âge aujourd'hui, à partir d'un âge mineur, comme les 14 ans aujourd'hui. Alors qu'on parlait avant que c'est dû au vieillissement de l'âge, au fait, aux femmes qui sont un peu âgées. Mais aujourd'hui, on voit des 14 ans, de 15 ans qui ont des tumeurs malignes très avancées et qu'on déplore. Mais ce que moi je veux marteler aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une maladie contagieuse. Et ça n'a pas une cause réelle, au fait. Donc, pour
la population togolaise, c'est de comprendre que c'est une maladie qui peut arriver à n'importe quelle femme. Et il y a une partie des hommes, à 1%, qui peuvent aussi souffrir du cancer du sein. Voilà. C'est ça. Docteur, le cancer du sein, est-ce que vous avez une idée de la propension de cette maladie, le taux, n'est-ce pas, en matière de statistiques, n'est-ce pas? Certainement que les gens de la Ligue contre le cancer, M. Stéphane dira mieux que moi, oui. Mais au-delà des taux, disons simple comme Stéphane l'a dit, il faut que les femmes sachent que le risque est important. Et aujourd'hui même dans le monde, on est en train d'avoir peur pour se dire qu'en général dans le monde, on risque qu'une femme sur 10 risque de faire un cancer du sein. Donc dans cette problématique, le mot est lâché, il faudrait que chaque femme comprenne que le cancer, ce n'est pas pour les autres et que chacune est à risque de faire un cancer. C'est d'ailleurs l'importance de Dr Rose, hein, c'est pour que nous menions cette lutte avec beaucoup plus de perspicacité, parce que le problème, c'est qu'on pense toujours que le cancer, c'est pour l'autre, c'est une malédiction, c'est quelque chose qui ne va pas m'arriver, etc. Alors que le risque est tellement évident, on y reviendra. La dernière fois, nous étions en train de faire juste une sensibilisation. Il y a une dame qui a dit, ok, ben écoutez, docteur Pouvaré, comme vous l'avez dit, je vais aller faire ma mammographie. Elle n'a pas de douleur, rien du tout, pas de tumeur, rien au niveau du sein, elle n'a jamais eu de douleur. Elle fait la mammographie, on voit qu'il y a un cancer qui a débuté. Ah bon? Et la semaine passée, on a dû lui faire une amputation au niveau du sein et elle a commencé son traitement. Mais vraiment, aucun risque précurseur. Donc elle le dit, elle le répète, elle s'est mise dans le groupe des femmes sans cancer, on en parlera, pour pouvoir témoigner sur ces aspects où rien n'avait prédit le cancer. Il faudrait que les femmes comprennent au cours de ce mois d'octobre rose que nous devons tous aller au combat. C'est ça. Et par rapport aux chiffres, Stéphane, Alors pour le chiffre, le Togo, bon, les derniers chiffres que nous disposons, c'est les chiffres de 2022. Il y a plus d'autres chiffres qui sont sortis jusqu'à maintenant. C'est ça. Et les chiffres de 2022 parlent de 5 491 nouveaux cas de cancer diagnostiqués pour l'an 2022. Avec comme décès 3 605. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Ça fait 8 Togolais qui décèdent du cancer chaque jour. 8 Togolais. Et parmi ces 8 Togolais, on peut voir au moins, je dis bien au moins 4 femmes. Parce que les chiffres, nous sommes dans le mois de d'octobre rose, donc nous devons afficher les chiffres du cancer du sein. Donc pour les chiffres du cancer du sein, dans ce lot de 5 491, on a 973 cas qui ont été détectés ou bien qui ont été révélés pour 2022, 973 cas avec 524 décès. Encore que c'est ceux qui sont venus en consultation, ça. Hein? Justement, c'est la partie de l'iceberg. Parce que quand nous disons qu'il y a des chiffres qu'on ne dispose pas. Donc il faut, parfois c'est peut-être au-delà de 1000 cas. 1000 cas. Mais si nous voyons ce lot qui a été analysé, qui est mis en exergue aujourd'hui, avec 973 cas, nouveaux cas et 524 décès, je pense que ça doit nous interpeller au fait. Ça doit nous interpeller. Et je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisation autour de ce cancer au Togo et je pense que c'est une bonne chose. Mais nous devons accélérer et arriver au plus gros des problèmes aujourd'hui qui concernent l'accès aux soins. Parce que sensibiliser, c'est vrai, comme Dr Pouva l'a dit, je m'en souviens très bien en 2009 quand nous avons lancé pour la toute première édition Dr Rose au Togo, c'est une dame qui était à l'hôpital, comme banalement, elle causait avec un professeur médecin, que on parle trop de ce cancer du sein sur les médias. Bon, je suis venu aussi moi faire mon check-up pour voir s'il n'y a rien. Et rien. Mais elle était sortie avec un cancer. Vous voyez? Donc, c'est le but de nos campagnes de dépistage. Ça fait la 17e édition que nous organisons ces campagnes de dépistage. On en reparlera. Le temps de revenir sur les signes précurseurs. Docteur, est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Vous avez dit qu'une dame qui n'a rien pratiquement, mais au dépistage s'est révélé positif. Alors, donc, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs de... Oui, il y a des signes annonciateurs. Mais le message premier, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut que d'abord les femmes comprennent que je n'attends pas de signes précurseurs. C'est ça. Que je ne suis pas là pour dire, attends, on a dit qu'il y a tel. Et donc, puisque je n'ai pas tel et tel, écoute, donc je n'ai pas de risque et j'attends. Parce que si nous ignorons la menace des cancers aujourd'hui, nous allons évoluer dans un monde où demain, les personnes qui vont être atteintes du cancer seront très très nombreuses.
Donc il serait important que nous y mettions. Oui, les signes précurseurs, c'est toute la problématique du changement au niveau du sein. On peut avoir le changement de forme au niveau du sein, une fossette qui peut apparaître, une tumeur qui est évidente, un nodule qui est là, un écoulement au niveau... Avec des apparitions des symptômes en même temps qu'il faut surveiller? Oui, avec des symptômes dont on peut parler, des ganglions au niveau de l'aisselle, changement de l'aspect du mamelon. En tout cas, il y a beaucoup de signes. Donc, c'est comme on le dira dans l'autopalpation des seins, c'est que les femmes doivent voir avec... leurs yeux. Bon, on ne voit qu'avec les yeux, hein, mais préciser qu'elles doivent voir leur sein et toucher leur sein. Donc les yeux de la femme et la main de la femme doivent être d'abord les premiers éléments d'analyse du sein. Le premier médecin pour le diagnostic du sein, c'est les yeux de la femme, c'est sa main, pour voir, inspecter son sein et le palper. Donc il y a plusieurs signes qui peuvent apparaître. Mais comme on le dit, il est important au jour d'aujourd'hui, au-delà de l'aspect changement de forme du sein, de l'écoulement au niveau du sein, etc., que toute femme comprenne que nous n'attendons pas ces signes. Il faut aller au dépistage. C'est ça. Oui, Chaviti. Oui, je pense qu'il a tout dit. C'est pour ça qu'on dit aux femmes que de choisir un jour dans l'année d'aller consulter leurs spécialistes, que nous appelons les gynécologues ou bien les sages-femmes. Une fois l'an. Ça permet de faire un check-up et le médecin spécialiste, gynécologue, peut essayer de voir tout. Si tout est normal, bon, la femme est... Elle est tranquille, quoi. Voilà. Mais je précise aussi que si nous prenons 10 boules, c'est une à peine qui est révélée tumeur malign. Il ne faut pas que les femmes se disent la peur, la psychose, tout ça aujourd'hui. Ça aussi, il faut préciser, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir juste un petit bouton quelque part. Non, toute anomalie, la femme doit courir pour aller à l'hôpital. Ça, c'est ce que nous martelons. Il ne faut pas attendre que ça... Toute anomalie, le mieux, c'est de consulter un spécialiste. Ouais. Donc, pour que la femme sache que ce n'est pas toutes les boules qui sont révélées et diagnostiquées cancer. À peine. Mais quand vous restez là... Est-ce qu'on sent toucher les premières douleurs? Dès qu'il y a peut-être l'apparition de boules... Non, quand on parle de cancer, c'est une maladie silencieuse, sournoise, qui n'en dit même pas son nom, qui reste là-bas plus de 10 ans, sans rien. Sans aucune manifestation rien du tout. C'est pour ça que le dépistage, la mammographie, c'est pour aller surprendre ce cancer au stade de développement, comme un grain de sable, en fait, qu'on ne peut même pas tenir dans les mains. Donc, 10 boules, c'est une qui peut être vraiment révélée comme un cancer. Et si nous prenons 10 femmes, et 10 femmes, c'est 9 femmes, ça veut dire que c'est les femmes elles-mêmes qui révèlent, qui vont vers le spécialiste pour dire que j'ai une anomalie. Donc, ce qui veut dire que nous devons prendre conscience plus davantage que nous devons aller vers les spécialistes, les structures sanitaires. Pas les ont dit, aller demander conseil quelque part ou pas, etc. Il faut aller directement vers les structures sanitaires, consulter un spécialiste et avoir en tête que ce n'est pas toute boule qui est révélée être un cancer. C'est ça. Oui. Docteur, est-ce qu'il y a des seins prédisposés, des formes de seins prédisposées au cancer? Des formes de seins prédisposées, non. On ne va pas choisir, disant que lorsque j'ai un petit sein, les seins les plus gros, plus volumineux, non. Ça a déjà répandu, hein? Oui, mais tout sein est à risque. Laissons dans la population l'idée générale que tout sein est à risque. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, même les hommes. Nous là qui n'avons pas de sein, nous avons quelque chose d'avoir comme nous-mêmes qui n'avons pas de sein, il y a des hommes qui font des cancers du sein. Donc on ne va pas... 1%, hein? Oui. Donc, on ne va pas choisir que, écoutez, c'est telle forme de sein, etc. Le message fort d'Octobre Rose, c'est qu'il faut que tout le monde sache que, sans faire de la psychose, que le risque est là et qu'il faut se faire dépister. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a des précautions quand même à prendre, puisque on cite souvent les soutiens-gorge trop serrés ou avec des métals, je ne sais pas, hein. Éclairez-nous, docteur. Oui, bon, avant d'aller à cet aspect des choses, aujourd'hui, permettez-moi de revenir un peu, peut-être en arrière, sur les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles aujourd'hui, c'est le diabète, l'hypertension, les cancers, etc. Et ces maladies, qu'on en sache bien les causes ou pas,
On sait que la mauvaise alimentation aujourd'hui, cette alimentation trop sucrée, trop grasse, trop salée, on sait que l'absence d'activité physique, on sait que la consommation excessive d'alcool, on sait que la consommation du tabac, on sait qu'il y a des problématiques tout autour qui font le lit des maladies non transmissibles. Donc, est-ce qu'il y a d'abord des précautions à faire par rapport à tous les cancers, à toutes les maladies non transmissibles? C'est de réinsister sur ces facteurs de risque. Il faudrait que nous revoyions notre alimentation. Cette alimentation hygiène de vie. Trop sucrée, trop salée, trop grasse. Et au jour d'aujourd'hui, on en parlera peut-être, de graves désordres alimentaires que nous vivons. La malbouffe. Au-delà de la malbouffe, oui, on peut le mettre dans la malbouffe. Quand tu imagines que beaucoup de gens, j'en causais avec des revendeuses la dernière fois, qui font la cuisse au bon, qui mettent du formol dans la cuisse au bon, des gens qui mettent du formol dans le pain sucré, des gens qui mettent du formol, quand ils coupent les ananas, ils mettent du formol dessus pour que ce soit bien sucré. Quand les gens mettent du formol sur la viande de bœuf au marché pour que les mouches ne s'en approchent pas, c'est tellement dangereux pour notre santé. Nous avons vu des femmes une femme là, dans un village, qui fabrique de l'huile rouge à partir du savon et des produits toxiques achetés quelque part vers le Nigeria. Donc du coup, nous avons une alimentation, à cause de l'argent, les gens nous fabriquent des choses extraordinaires, tellement néfastes pour notre santé. Et donc notre premier niveau de prévention, c'est de revoir notre alimentation, de faire attention. Nous ne parlons même pas du mal du sucre. Le sucre est devenu un mal aujourd'hui. Et le sucre est une problématique sur laquelle nous en parlerons toujours, tant par rapport aux autres maladies non transmissibles que par rapport au cancer. Stéphane, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Stéphane? Oui, le docteur a presque tout dit. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit que nous pouvons éviter ces cancers jusqu'à concurrence de 40%. En évitant ces facteurs de risque dont le docteur vient de parler, la malbouffe, l'activité physique, on peut réduire ça en mangeant mieux et en contrôlant notre alimentation, notre forme, toute la forme et l'alcool, le tabagisme, les jeunes qui boivent les chichis, tout ça, c'est dans ce package que nous pouvons réduire le risque au fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas développé ces cancers, mais la survenance de ces cancers serait moindre par rapport à celui qui fait beaucoup de désordre dans la vie, au comportement. Donc, je pense que c'est très important que nous mentionnons que la population doit comprendre que le mode de vie impacte aussi dans la survenue de ces cancers. C'est ça. Et l'inactivité physique, aujourd'hui, nous devons... On en parle de plus en plus. Oui, c'est très important. L'activité physique est très importante dans la réduction de ces maladies non transmissibles, y compris le cancer, et y compris le stress et beaucoup de choses dans la vie. C'est une bonne chose de faire le sport. Ça, c'est très important. Docteur? Oui, donc je voudrais, avant d'aller à la marche du mardi, qui est symbolique pour la marche, je voudrais ajouter que l'inactivité physique aujourd'hui, la sédentarité est un véritable problème de société pour nous. Nous ne marchons plus. S'il y a quelque chose que notre civilisation a le plus perdu, c'est le réflexe de la marche. Nous marchons très peu, nous sommes coités dans nos bureaux, il y a trop de motos, trop de voitures. Nous vivons dans un cycle entre guillemets, de paresse au niveau de la marche. Alors que la marche, le sport aide beaucoup. Ça renforce nos anticorps. Nous avons parlé tout à l'heure des soldats de notre organisme, que sont nos anticorps. Et la meilleure chose, la meilleure arme qui permet à nos soldats de bien se défendre et d'être en forme, c'est l'activité physique. Donc il faut faire de l'activité physique. Et maintenant, pour revenir au sein, est-ce qu'il faut une certaine prévention pour le sein? Oui, bon, c'est l'autopalpation dont on a parlé. Dites-moi, comment ça se pratique, parce que sûrement qu'il y a des gens qui nous suivent actuellement. Hein? L'autopalpation, comment ça... Comme on a dit, il serait toujours mieux de faire l'autopalpation une fois au moins par mois. A priori, après les règles, 2 ou 3 jours après les règles, les seins sont plus faciles à manier. Et ça commence à quoi concrètement? D'abord voir les seins, comme on l'a dit. Donc les yeux, un miroir dans sa chambre, dans sa douche, et rester devant son miroir
s'assurer que nous voyons bien notre sein. Donc regarder son sein, s'assurer, parce que la meilleure personne qui connaît son sein, c'est soi-même. C'est soi-même. Mieux que le médecin, mieux que la sage-femme d'abord. C'est vrai qu'après, il faut aller en consultation vers le gynéco ou la sage-femme, mais chacun connaît mieux son sein. Donc connaître d'avoir bien son sein. Et lorsqu'il y a une petite modification au niveau du mamelon, au niveau de la peau du sein, au niveau de l'aspect général du sein, au niveau de la grosseur du sein, se dire attention, ce n'était pas comme ça, il y a une modification ici. Et puis bon, après la palpation même, au niveau du sein, la palpation se fait avec la paume de la main, au niveau des cadrans du sein, en position couchée et en position debout. Et il faut palper en allant jusqu'au niveau des aisselles, s'assurer qu'il n'y a pas de douleur à la palpation et surtout qu'il n'y a pas un nodule, une masse quelque part. Mais en dehors de ça, nous le répéterons et nous ne le répéterons jamais assez, même à l'absence de cette masse. Il faut toujours se faire consulter. Alors, oui, justement, parlons-en, le dépistage, à quoi ça consiste? Utile? Non, il a tout dit. Bon, comme il a dit, bon, c'est la main gauche qui pape le sein droit, le sein droit pape la main. La main droite passe. La main droite, oui. Mais la position debout, il a presque tout dit. Mais la position couchée, il faut que la femme plie une serviette en 4 et étale une natte, quelque chose qui soit vraiment dur, et met la serviette en dessous de son dos et se couche là-dessus. Et les seins sont aplatis sur les muscles, au fait. Et la palpation se fait, et ça c'est plus concret pour que la femme puisse, s'il y a quoi que ce soit, en palpant, en touchant vraiment jusqu'au truc là, elle peut voir s'il y a quoi que ce soit pour s'assurer qu'il n'y a rien, et s'il y a quelque chose de courir pour aller voir un spécialiste. Dans votre association Espérance et Vie Nouvelle, est-ce que vous recevez de ces cas? Est-ce que des femmes viennent vers vous, vous en parler, justement de ce mal à l'aise, n'est-ce pas, qu'ils ressentent parfois quand ils font cette autopalpation? Oui, nous recevons en longueur de journée, tout au long de l'année, nous recevons toutes les femmes, que ce soit les femmes qui ne sont pas encore malades, que ce soit les femmes qui sont malades. Les femmes qui ne sont pas malades viennent pour avoir des informations, pour avoir des conseils, etc. Et à base de ces conseils, nous les orientons pour qu'elles puissent vraiment aller faire le dépistage ou bien aller consulter un gynéco pour se prévenir un tant soit peu de ces risques. Au-delà de ça, nous recevons la plupart du temps, c'est des malades. Et malheureusement, tout ce que nous disons ici, la femme togolaise arrive à l'hôpital au stade vraiment tardif. 70 à 80%. Vous les référez lorsque... Oui, on les réfère, on les canalise, on suit. C'est un dossier qu'on doit suivre parce que souvent, ces femmes arrivent à l'hôpital. L'enjeu, c'est que, bon, on vous fait la consultation, etc. Les analyses coûtent énormément cher. Et après les analyses, vous devez maintenant faire le bilan pré-chimio, etc. Maintenant, pour faire le traitement que nous appelons la chimiothérapie, quand on dresse l'ordonnance pour aller acheter les produits, quand vous demandez les produits, c'est pas évident qu'une femme puisse se dire, ah, d'accord, je vais acheter facilement, non. C'est des millions, vous voyez. Donc, c'est des femmes, la plupart du temps, qui viennent chez nous, qu'on canalise vers les centres hospitaliers, et qui reviennent pour qu'on puisse les aider à se faire traiter. Et c'est le grand enjeu aujourd'hui pour nous tous. Même si nous faisons des plaidoyers pour pouvoir prendre en charge, pour pouvoir subventionner, quelques femmes, nous n'arrivons même pas à faire 5-10% de tout le lot de ces femmes qui souffrent du cancer, et particulièrement les cancers du sein et du col de l'utérus. C'est pour ça que nous faisons des plaidoyers maintenant pour que vraiment l'État puisse nous venir en aide à la population, avoir les moyens. Écouter un temps soit peu pour pouvoir commencer quelque part, parce que c'est pas facile. C'est ça. Je comprends. Oui, docteur? Oui. En dehors du plaidoyer, nous allons peut-être profiter de cette occasion offerte par Octobre Rose et surtout par la RTDS pour demander aux bonnes volontés qui nous écoutent et qui ont peut-être un certain pouvoir financier de voler au secours de ces femmes, parce que les femmes qui sont atteintes du cancer, écoutez, ils vivent un véritable chemin de croix. Et comme je le dis, si certains peuvent être des ciments de sirène sur le chemin de croix de ces femmes, pour transporter cette croix avec cette femme, ce sera vraiment tout bénéfique. C'est ça. Parce que pour nous, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 semaines,
nous avions organisé une activité avec la Ligue contre les cancers et Femmes sans cancer. Nous avons dit aux femmes qui ont été opérées du cancer de passer pour une petite activité avec des coussins cœur. C'est des coussins que nous leur donnons pour mettre au niveau lorsqu'ils ont été amputés du sein. Mais nous avons été surpris d'avoir à cette séance plus d'une vingtaine de femmes qui actuellement ont le cancer, qui n'ont pas pu faire les analyses. Et elles sont venues nombreuses nous supplier. Franchement, j'ai été très choqué. Je ne savais même pas qu'elles pouvaient venir aussi nombreuses. Elles sont venues nous demander de les aider au moins pour les analyses. Et tous les jours que Dieu fait, nous recevons un message. Docteur Pouaye, M. Stéphane, Fétal et EVN, aidez-nous à faire les analyses. Aidez-nous, j'ai un cancer du sein, ma fille a un cancer du sein, elle ne peut pas faire ses analyses, on n'a rien du tout. Est-ce qu'il y a une association qui finance tout? Est-ce qu'il y a une association qui peut nous aider? On n'en a pas. Nous, EVN le fait depuis plusieurs années, la Ligue contre le cancer se bat, on veut mettre la Fondation contre le cancer. Mais au jour d'aujourd'hui, réellement, nous n'avons pas une structure financière qui fait qu'une femme qui arrive, bon, ok, nous avons un financement pour tes analyses, pour ta chimio, pour ta radio, toutes tes prises en charge, nous n'en avons pas. Mais je pense que nous pourrons y aller. L'État fera, l'État fait ses efforts, mais de l'autre côté, nous aussi, si certaines bonnes volontés peuvent encore nous aider, nous directement ou directement les femmes, parce que nous avons toute une liste de gens à disposition qui peuvent les aider directement pour les aider au moins à gérer, comme je le dis encore, le chemin de croix difficile de la lutte personnelle contre le cancer, ça nous fera plaisir. Nous avons une association Femmes sans cancer qui regroupe certaines femmes qui ont gagné le cancer, qui ont eu le cancer et qui sont guéris aujourd'hui du cancer. Donc on peut guérir du cancer. On peut guérir. On peut guérir du cancer si on s'y prend tôt. C'est ça. L'importance du dépistage précoce. Et donc elles sont guéries du cancer, elles sont formidables, elles font beaucoup d'activités, elles essaient de communiquer beaucoup aux femmes sur ça. Et donc Femmes sans cancer aujourd'hui au Galma, on a discuté hier seulement avec la présidente qui me disait qu'elle aussi a une liste de plus de 25 femmes qui l'appellent pour un soutien pour la lutte contre le cancer, mais c'est tous les jours que nous avons cette doléance, mais nous n'avons pas les moyens. C'est ça. Et donc, occasion d'insister encore sur le dépistage, sur la prévention précoce, pour qu'on n'arrive pas à des stades tardifs, mais également un soutien financier. Quand vous posez la question qu'on peut guérir du cancer, on peut guérir du cancer parce que c'est ce que les gens disent et parfois on refuse d'aider les familles où il y a une malade ou bien un malade. Je m'en souviens, si ce n'est pas 10 ans, peut-être plus, où une femme a eu un cancer du sein. Elle est nantie et elle fait partie d'une famille aisée. Et on a convoqué une réunion. Et lors de cette réunion, le grand frère a refusé qu'on finance le traitement de leur soeur. En disant qu'après tout, elle va mourir. Cette dame, Dieu faisant, elle est au marché. Et la maladie a fait qu'elle n'allait plus au marché. Et un maladie a demandé d'après elle un jour. Et les autres sœurs ont dit que c'est comme ça, elle est malade de temps. Et elle a dit en question, et elle est la rendre visite à la maison. Mais elle lui a donné, je pense, 2 millions. Vous voyez? Et Dieu faisant, on a fait son dossier de façon, je ne sais pas, bizarre, je ne sais pas, pas inspiration, je ne sais pas. Le dossier a été envoyé en Italie. Et je vous jure que en ce temps, c'est à se taire, c'est des millions. Aujourd'hui, on a les produits génériques pour pouvoir faire le traitement du cancer. En ce temps, c'est une cure, une séance de chimiothérapie coûtait environ 1 million, voire plus. Et on nous a renvoyé à travers une mission tous les produits, les 12 produits pour faire les 6 séances de chimiothérapie. Vous voyez? Donc, c'est le cas de cette dame, par exemple, pour dire que les familles où il y a un proche qui souffre du cancer, il faut qu'on mette la main à la pâte pour l'aider, pour répondre réellement que le cancer on peut guérir. Lors de notre réunion, je pense que c'est pas une maladie fatale. Non, Dr Kouba était là la dernière fois, on a fait une rencontre avec les malades. J'avais présenté une maman qui fait 35 ans de son cancer du sein maintenant. Elle a été opérée, amputée du sein depuis 1990. Cette maman, c'est une maman affectueuse qui m'appelle pour venir manger à comer à demain. Elle m'aime tellement. C'est pour dire, elle est en pleine forme. Ce n'est plus le cancer qui va l'emporter, mais c'est le vieillissement.
peut-être qui va l'emporter. Elle va mourir de sa propre mort. Donc c'est pour dire que le cancer, ça se traite, ça se guérit. Si on est dépisté précocement et si on est bien traité, on peut guérir de son cancer et vivre longtemps. L'essentiel, c'est de se dépister précocement et d'avoir accès aux soins, tous les soins possibles pour pouvoir s'assurer que rien ne va perdre. Docteur, parlons-en le traitement. Comment ça se passe? Comme on le dit, on va parler dans les éléments très techniques, mais le dépistage est là. Oui. On s'est rendu compte qu'elle a un cancer, ou bien elle est venue parce que... le dépistage consiste à quoi pour dépister le cancer? Oui, il y a d'abord l'échographie qui se fait. Oui. Et puis la mammographie à un certain âge. Donc pour les plus jeunes, l'âge entre 35 et 40 ans, pour procéder avec moi, il faut juste l'échographie. Au-delà, chez des femmes qui ont déjà accouché, il faut mieux voir avec l'écho et la mammographie. Donc ceci étant fait, on a trouvé une tumeur et on se dit, attention, ceci peut être un cancer. On pourra faire une biopsie. Et la biopsie, à l'examen anatomopathologique, en tout cas à l'anapathe, il y a un examen, on voit mieux. Et je fais un coucou spécial à nos anapathes, à nos maîtres, parce que c'est très important. C'est technique. C'est très technique, ça donne plus de précision. Et ça pose le diagnostic du cancer. Oui. Le diagnostic étant posé, il faut faire toute une panoplie d'analyse pour pouvoir savoir de quel type de cancer au niveau du sein hormonodépendant. Donc il y en a différents types aussi. Il y a plusieurs différents types du cancer du sein. Et selon le type, maintenant, on va démarrer le traitement. Le traitement, on l'a dit, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est des médicaments ou des injections qui sont faites et qui permet de localiser... Avec des effets secondaires. Avec beaucoup d'effets secondaires, ça c'est sûr. Et le premier effet secondaire, c'est le coût financier sur la vie et sur la vie de la famille. C'est ça. Parce que... Ça coûte cher. Ça coûte cher. La chimio. Je ne sais pas, peut-être Stéphane précisera mieux que moi. Les dernières dents que moi j'ai envoyées pour la chimio, pour son cancer, ça faisait pratiquement 500-600 000 francs, la séance. Il faut en faire plusieurs. C'est pas très évident. Après la chimio, on peut décider avant ou après d'une radiothérapie. La radiothérapie, on peut le dire ainsi, c'est des ondes qu'on envoie un peu comme une radio pour limiter la propagation des cellules, etc. Donc on peut arrêter, on peut limiter... Oui, dans une certaine mesure. Donc c'est ça le traitement de la radiothérapie, qui a aussi ses effets secondaires. Il faut dire que pendant des années, nous n'avions pas eu de centre de radiothérapie au Togo. Je me rappelle, il y a quelques années, une de nos patientes jeunes, elle avait 27 ans quand elle avait eu un cancer du sein. Elle n'avait rien du tout. Elle est venue me voir, nous avons vu un honorable député que je salue, il voudra sûrement pas que je dise son nom, qui nous a quand même donné 5 millions. Elle a donné directement à la maison 5 millions à la jeune fille d'aller faire son traitement. Elle est partie donc sur Accra pour pouvoir le faire. Elle est décédée là-bas finalement. Mais c'est pour dire que dans tout ce circuit, le fait de voyager, d'aller sur Accra avec l'accueil, tout ça, ça a été compliqué pour les familles. Arriver à Accra, il faut trouver où loger, etc. C'est compliqué. On a aujourd'hui un centre de radiothérapie à Lomé qui est installé, mais le constat est là. Aujourd'hui, la majorité des femmes qui se traitent au centre de radiothérapie du Togo, c'est des étrangères. C'est des Béninoises, c'est des Ghanéennes, c'est des Burkinabés. Et pourquoi alors? Parce que les Togolaises, quand elles arrivent, elles prennent des factures, elles disparaissent. Elles n'ont pas les moyens financiers de le faire. Donc du coup, la réalité est là. Le nombre de Togolaises qui consultent là-bas, c'est énorme. Mais combien reviennent pour faire le traitement, ça pose problème. Donc il y a la radiothérapie. En dehors de la radiothérapie, il y a la chirurgie. On en a parlé. Il faut faire l'ablation du sein ou faire l'ablation de la tumeur. À partir de quand ça intervient, l'ablation, la chirurgie? Ça dépend. C'est l'oncologue, c'est le cancérologue qui apprécie. Si à cette étape, il faut quand même faire juste un petit curage à tel niveau, est-ce qu'il faut aller au curage ganglionnaire? C'est le chirurgien qui apprécie par rapport à ce qu'ils ont sous la main, comme résultat, comme clinique, etc. etc. Donc, disons, globalement, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie, il y a tous les bilans à faire. Et puis, dans la prise en charge, il y a la prise en charge psychologique, qui est très très importante. Il faut que nous accompagnions ces femmes
sur le plan psychologique, parce que ce n'est pas évident. Stéphane l'a dit tout à l'heure, le cancer n'est pas contagieux. Il y a une dame qui est venue me voir la dernière fois, le cancer du sein, qui m'a dit que dès qu'elle a eu le cancer du sein, sa co-épouse l'a appelé, sa co-épouse est dans une autre maison, pour l'insulter, pour lui dire voilà, tu as le cancer, tu vas transmettre à mon mari qui va venir me transmettre le cancer. Et donc c'est une autre problématique qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle souhaiterait. Il faut une psychologique, quoi. Oui, elle souhaiterait que nous intervenions auprès de son mari au niveau de sa co-épouse pour qu'elle arrête ce harcèlement psychologique. Donc c'est pour faire comprendre aux femmes que ce n'est pas parce que ma co-épouse a un cancer qu'elle va transmettre le cancer au mari qui va le transmettre. Le cancer n'est pas contagieux, loin de là. Et par rapport à ça, cette prise en charge psychologique, il y a tout un aspect. La prise en charge psychologique peut aller plus loin. C'est la famille, hein, d'abord, c'est les amis, c'est le collège médical, mais toute une panoplie de personnes peuvent intervenir dans ce soutien psychologique qui donne l'effet de bombe d'énergie à cette dame. Quand je reprends encore les femmes sans cancer, beaucoup ont guéri, surtout par rapport à cette volonté de vivre. De ne pas plonger malgré les difficultés, et elles ont réussi à vaincre le cancer. C'est ça. La prise en psychologique à Espérance Vie Nouvelle? Oui, nous en faisons tous les jours. Pour nous avons eu la chance que l'Université de Lomé a envoyé des étudiants qui veulent toucher du domaine du cancer. Donc, il y a toutes formes de domaines. On reçoit des assistants sociaux, des médecins en pharmacie, des gynécologues, mais la plupart c'est des psychologues. Et après leur soutenance, ils adhèrent à l'association. Donc c'est ces spécialistes qui viennent de temps en temps pour pouvoir consulter les femmes qui n'arrivent pas à supporter, à accepter, à transcender leur maladie. Donc au-delà de la douleur, il y a autre chose à supporter, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, parce que bon, comme nous avons un groupe de parole depuis 2009, et lors de ces groupes de parole, une femme s'est levée pour dire que dans la grande nuit, elle se réveille chaque 5 minutes pour penser pourquoi moi? Pourquoi le cancer est arrivé à moi? Pourquoi moi? C'est qu'elle n'arrive pas à effacer ça sur les dents. C'est ça. Voilà, donc le cancer n'est pas encore accepté dans nos communautés en Afrique. En Europe, les gens se lèvent pour aller faire des traitements. Ils vivent avec, il n'y a aucun souci. Donc, on essaie de les prendre en charge. On fait la prise en charge psycho-affective. Mais au-delà de ça, si c'est compliqué, on fait appel à ces psychologues pour pouvoir prendre un rendez-vous pour qu'on puisse consulter ces femmes pour qu'elles puissent vraiment aller de l'avant. Parce que les études américaines ont montré que 50% de la guérison de ces cancers est due c'est d'ordre moral, c'est d'ordre psychologique en fait. Il faut avoir un mental fort. Oui, si vous avez un mental fort, si vous acceptez la maladie et que votre morale est très fort, vous pouvez guérir de ce cancer. C'est-à-dire que 50% c'est gratuit pour vous à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que les femmes doivent pouvoir transcender, accepter, avoir une force de caractère pour pouvoir aller de l'avant quand ils sont de ce cancer. Je voulais rebondir sur le traitement, les formes de traitement dont le docteur Kouvaï avait parlé. Allez-y, monsieur Awiti. Oui. Et il y a l'autre forme de traitement. Après toutes ces panoplies de traitement, il y a l'hormonothérapie que les femmes doivent faire. Et ça échelonné sur 5 ans. Sur 5 ans, vous devez prendre un... Vous avez dit hormonothérapie, c'est ça? Oui, hormonothérapie. Et les femmes doivent prendre ça. Ça dépend aussi après les analyses. Ça consiste à quoi? Oui, c'est à prendre des produits, c'est des comprimés. Bon, nous, on a la chance d'avoir des dons que nous ne continuons pas à donner à ces femmes. Elles viennent prendre ça régulièrement. Jusqu'au Dapan, elles viennent prendre ça chez nous. Bon, c'est les malades qui n'ont pas les moyens, au fait. Donc, ça coûte, la boîte coûte à peu près 30 000 francs, que vous devez prendre chaque mois, jusqu'à 5 ans. Donc, il faut faire tout le temps le contrôle, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Jusqu'à 5 ans. Et on fera tout le bilan et on vous dira que maintenant, bon, madame, ça va. On est sûr que maintenant, il n'y aura plus quelque chose. Mais il faut toujours rester sur ses gardes. Et s'il y a un pépin de quelque chose, il faut toujours aller à l'hôpital ou bien voir son spécialiste. Bon, pour le coût du traitement, comme Dr. Kouvaï m'envoie la réponse à donner, il n'y a pas, chaque traitement est spécifique. Il n'y a pas un nombre standard. Ça varie de 150, 190, 200 000 à plus de 600 000, voire 1 million. Parce que le traitement
Tout le traitement, toute la non, durée? non, je parle des séances. C'est une séance, je parle d'une séance. Je parle d'une séance. Parce que si je prends un dossier, par exemple, d'une dame, de nos lots de femmes malades, mais son traitement, par exemple, ça a coûté plus de 600 000 francs la séance. Mais après toutes les formes de chimiothérapie qu'elle a faites, on lui a demandé de faire une autre forme de traitement. Et où la boîte coûtait environ 800 voire 1 million. Et elle doit faire aussi 4 séances. On a dit des riches alors, hein? Elle doit faire au moins 4 séances, je pense. Et le produit même n'existe même pas au Togo. Elle m'a dit qu'elle a trouvé ça au Maroc, je pense bien. Où elle a acheté. Parce que la dernière fois, il y avait si je dis une pauvre dame, c'est pas pour les aider, mais c'est une jeune dame qui n'a pas les moyens, à qui on demandait, après son traitement, elle a fait le traitement de chimiothérapie, elle a fait même la radiothérapie. C'est une femme qui faisait ces petites affaires, en fait. Qu'on demande malheureusement de faire cette forme de traitement encore. Et elle est venue vers nous pour qu'on puisse l'aider à faire ce traitement. Ouais, donc c'est un traitement vraiment coûteux, exorbitant, et même le Togolais moyen qui gagne 500 000 francs ne peut pas faire face au traitement du cancer. C'est pour ça que vraiment il faudrait que on puisse vraiment voir ensemble. C'est vrai, le docteur Kouva l'a dit, c'est pas l'État seul. Parce que nos collègues, nous on voyage, quand on voyage, on fait des réunions entre nous, associations, pour voir ce qui se fait chez eux, etc. Les partages d'expérience, les échanges. Mais nos homologues d'un pays, je ne veux pas dire le nom, mais il m'a dit que c'est comme ça, il était là un jour au bureau et un homme l'a appelé pour dire que bon, il vient de faire un don. Et une bonne volonté. Une bonne volonté. Et il est là, l'a dit, il est venu et il dresse le chèque. Il voit le chèque, il revoit la personne. Il voit le chèque, il voit la personne. Ne revenez pas. Oui. Et il demandait au monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu le nombre de zéros? Et il lui disait que, mais oui, j'ai vu, que ça n'achète pas la vie. Ça n'achète pas la vie. C'est des millions. C'est des millions. C'est plus de 20 millions. Ouais, c'est pour dire que la volonté, et c'est pas perdu, hein, ce que le monsieur a investi, la nature divine va le ramener au centuple des centuples. C'est que par expérience, je pense que le docteur Kouva peut vous dire quelque chose. Et rien n'est gratuit, rien n'est perdu dans la vie. Si vous faites de bonnes œuvres, vous récolterez de bonnes œuvres dans la vie. Si vous faites de mal... un pasteur. Non. J'allais même le dire que bon, en venant sur le plateau, quand j'ai appris que c'est avec Dr. Kouva, j'ai dit mais c'est une chose, ça fait plaisir. Parce que Dr. Kouva, on est sur ce combat maintenant. Depuis 2011, on s'est vu, on ne s'est plus jamais séparés. Je me souviens quand on devait faire le premier sommet des maladies non transmissibles, on avait fait un plaidoyer pour qu'on puisse aller pour vraiment se faire écouter et trouver des débouchés, des partenaires. Voilà. Parce qu'on nous a réservé même un appartement là-bas gratuitement. Il suffit seulement qu'on nous achète le billet. On n'a même pas demandé des perdièmes, juste pour aller, pour pouvoir ramener quelque chose. On n'a même pas pu le trouver. Donc depuis 2011, on est dans ce combat, on se bat, on est sur le terrain tout le temps ensemble. Très bien. Merci. Rencontre les champs de haut numéro, nous parlons du mois rose d'octobre, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein de la femme, du corps de l'utérus aussi, on en parlera. Docteur Kouva est mon invité et M. Awiti de Espérance Vie Nouvelle Togo aussi mon invité. C'est ensemble que nous parlons de ce mois d'octobre rose pour cette lutte contre le cancer du sein de la femme. Docteur, deuxième de notre discussion, cette 17e édition, je crois, que vous organisez cette campagne d'envergure pour en appeler à la conscience, n'est-ce pas? Alors, quel est le thème de l'année? Le thème de l'année, c'est l'accès équitable au dépistage et aux soins pour toutes les femmes. Un droit pour toutes les femmes. C'est ça. Et donc, c'est juste pour dire que, en fait, toutes les femmes ont droit à avoir droit au dépistage et droit aux soins. Et nous remercions le gouvernement togolais par rapport au ministère de la Santé qui fait des efforts énormes dans cette lutte contre le cancer qui n'est pas facile, spécialement la division des maladies non transmissibles qui nous pousse, qui nous aide, qui nous encourage dans cette lutte énorme contre le cancer. Et donc il y a plusieurs activités qui sont faites depuis la division des maladies non transmissibles jusqu'aux différentes associations regroupées dans la lutte contre le cancer, dans la fraternité, en tout cas toutes les associations.
nous revenons peut-être sur les activités passées, mais l'activité devant nous, c'est ce mardi, le mardi prochain, une marche qui est organisée par l'association des femmes vaillantes de Lomé, en collaboration avec l'association des sages-femmes. Une marche qui va quitter Kégué au niveau du stade pour aller au niveau du siège de l'association des sages-femmes, toujours à Kégué, face au complexe Swallows là-bas. Et donc, par rapport à ça, nous invitons, après ça, il y aura un dépistage. Un dépistage des cancers du sein, des cancers du col de l'utérus, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, et qui permettra quand même à nous, à tous ceux qui, et toutes celles qui viendront, de créer entre nous une symbiose dans cette lutte contre le cancer. Il y a d'autres activités de plusieurs autres associations. Il y a beaucoup de choses qui sont faites ces temps-ci. L'hôtel Sarakawa en fait, l'hôtel de Bénin en fait, plusieurs sociétés en font. EVN a ses programmes, mais directement là, nous appelons tout le monde à participer à ces marches. Et surtout à la marche du mardi prochain. Javiti? Oui, j'aimerais insister, parce que souvent quand on organise ces genres de manifestations, d'activités, j'ai l'impression que on n'a pas encore compris la réalité de ce cancer ou bien la gravité. Les gens se disent que bon, j'ai un emploi de temps serré, j'ai un rendez-vous, j'ai mon service, etc. Je pense qu'il faut saisir chaque occasion. Je le dis de façon sincère ce matin. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien trouvé pour faire que nous chamaillons, nous bousculons chaque fois à courir de média en média pour parler. Je pense qu'il faut dire la vérité au peuple togolais. Ça fait 20 ans que je suis dans ce combat. Je peux aller dormir quelque part ailleurs, vivre ma vie décemment, aisément, sans rien. Mais je passe sérieusement ce matin pour que chaque femme, chaque homme aussi, parce que les hommes doivent été les femmes, pour que à chaque occasion, à chaque activité près qu'on organise quelque part, qui est bénéfique pour l'être humain, il faut qu'on se rende pour aller faire ce check-up. On organise tout ça là pour la population et après on voit quelques vingtaines, quelques trentaines, quelques quarantaines. Ailleurs, quand nous allons, nous on a voyagé et quand vous allez d'ailleurs, mais quand on organise ces activités, c'est des mobilisations énormes. C'est même plus les organisateurs qui mobilisent, mais c'est la population même qui se mobilise pour venir à ces genres de manifestations. Venez pour qu'on puisse vous dépister pour le cancer du sein. Venez pour qu'on puisse vous dépister pour le cancer du col de l'utérus. Je pense que c'est très important. Et c'est gratuit en plus. Voilà. C'est gratuit en plus. Alors que peut-être que parmi ces lots de femmes qu'on va dépister, on va trouver quelque chose. Et si c'est précocement, c'est mieux que de trimballer une maladie dans son corps et de courir avec tout ce corps. Quand on parlait de précocement, là, ça peut être à partir de quel âge? Et la maladie? Non, le dépistage. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que maintenant il n'y a même plus d'âge. Quand on trouve les cancers du sein avancés chez les jeunes filles de 14 ans, alors que les seins sont en ce moment-là denses. C'est ça. En principe, ça ne devrait pas s'afficher, mais on trouve de plus en plus de jeunes qui souffrent du cancer du sein. Avant, c'était 45 ans, 50 à 60 ans plus, voire la plupart du temps. Mais maintenant, c'est des jeunes, 25 ans, 22 ans. Et la plupart du temps, 32 ans, 35 ans, sont beaucoup plus. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Beaucoup de choses. Vous parlez de nombreux hygiène de vie. Oui, l'hygiène de vie est incriminée parce que vous voyez, on vit pratiquement comme à l'européenne aujourd'hui. Quand j'amène une femme au restaurant aujourd'hui, si je dis qu'on va manger à combien demain, on va crier sur moi sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Oui. Il faut manger un hamburger, c'est ça? Shawarma et pizza. Alors que manger naturellement, c'est mieux. C'est ça. Vous voyez? Et on ne bouge plus. Oui, manque d'activité physique, on en a parlé. Nos parents parcouraient des kilomètres, c'était le voyage à pied, oui. Des dizaines de kilomètres pour aller au champ, dans leur champ. Et avant, il n'y avait pas tellement de voitures, je m'en souviens, moi je le dis toujours. Et on a marché de Corvier pour aller à Ngouépé, parce qu'il n'y avait pas de voiture. C'est ça. Ça m'est resté gravé en mémoire. Donc, on ne mange plus, on ne bouge plus beaucoup, et on ne mange plus naturellement. Et notre vie est trépidante. On court comme si on devait aller arracher la lune pour revenir sur la terre, je ne sais pas. Et donc, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de radiation. Les gaz à échappement, il y a beaucoup de voitures. On inhale toutes sortes de choses. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas vraiment quantifier
pour dire exactement que c'est ça qui fait que la prévalence du cancer a tellement évolué. Mais je pense que le mieux, c'est que nous vivons à un temps où tout est vraiment à la modernité, à la technologie, etc. Et il y a toujours le revers de la médaille. Ça, donc à chaque chose, ses conséquences. Nous devons vivre en sachant que nous devons nous préserver, en vivant un peu naturellement, avec les moyens de bord, mais en faisant chaque fois le check-up pour se dépister précocement. On ne veut plus retourner en arrière. C'est ça. C'est très important. Comment se fait le check-up? Parce qu'il faut expliquer, peut-être ces gens ont peur, hein, c'est douloureux. Et à quoi ça consiste exactement le dépistage dont vous parlez? Pour le cancer du sein, par exemple, comme on l'a dit, ça commence par l'autopalpation. Hein. Oui. Donc, oui, mais nous parlons de votre campagne, de votre manifestation de mardi. Oui, quand les gens viennent, à quoi ils vont-ils s'attendre? C'est essentiellement la palpation au niveau du sein. D'accord. Et puis après, s'il faut, on réfère pour l'échographie. L'échographie fait pas mal. La radio, le coup mammographie, ça fait pas mal. Il n'y a pas de douleur dedans. La palpation des seins, ça fait nullement mal. Au niveau du col de l'utérus, nous n'en avons pas parlé. Le col de l'utérus a ses causes. Et parmi ces causes, il y a surtout un virus que nous incriminons, le human papillomavirus, un virus qui est transmis souvent au cours du rapport sexuel, qui reste au niveau du corps sur 10-15 ans, et, et qui va se transformer après en cancer. Et au niveau final, c'est des saignements abondants au niveau génital. C'est ça. Mais avant, pendant ces 10-15 ans, aucun signe. D'où l'importance que les femmes aillent se dépister pour qu'on sache s'il y a ce virus, s'il y a des lésions précancéreuses, pour qu'on les traite facilement et qu'elles n'arrivent pas au stade de lésion cancer. Et donc, le dépistage également, c'est au niveau du col. Il y a aussi la coloration qui se fait au niveau du corps, donc ça ne fait nullement mal. Ou bien un frottis cervico-vaginal qui se fait un peu comme le PV. Voilà. Comme un peu de vaginal, oui. Donc il n'y a pas de douleur. Donc il y a, que ce soit pour le sein, que le col de l'utérus, il n'y a pas de méthode invasive, c'est-à-dire qu'on ne va pas en réalité piquer. Non, donc il n'y a rien qui fait mal. Il faudrait donc que les femmes s'y mettent et qu'elles aillent au combat contre le cancer, pour elles-mêmes d'abord et pour la population générale. Oui, en fait, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui recommande pour les dépistages de masse, pour les campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus, d'utiliser les Lugol et acide acétique. En fait, c'est des campagnes de masse. C'est après ça que, s'il y a quelque chose, on vous réfère pour faire le frottis cervico-vaginal. Donc, pour le mardi, on aura assisté ces femmes pour faire leur frottis, leur dépistage du col de l'utérus à base d'acide acétique et de Lugol. C'est un dépistage de masse. C'est ce qui a été préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est pour dire que ces femmes, en venant là-bas, ces femmes sont des spécialistes en dépistage du cancer du sein. À base de mai seulement, ces femmes arrivent elles sont formées pour ça. Oui, à déceler s'il y a eu l'anomalie. C'est en ce moment que ces femmes seront référées pour faire la mammographie et l'échographie mammaire, si possible. Donc, quand les femmes arriveront le mardi, on aura à faire ce dépistage par palpation à ces femmes pour voir s'il y a quoi que ce soit pour qu'elles puissent bénéficier aux tarifs réduits que nous faisons actuellement. Parce que chaque année, depuis 2009, nous faisons ces campagnes de dépistage à tarifs réduits, grâce au partenariat avec les cliniques et les hôpitaux et les partenaires qui acceptent de nous accompagner en réduisant ces prix à 12 000 francs. Donc on a déjà commencé depuis le 1er octobre et ça s'étale jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est 12 000 francs. Vous attendez à combien de personnes? Vous avez une estimation de l'idée? Vous avez une idée des personnes à dépister mardi prochain? Mais si on peut aller jusqu'à 1000, pourquoi pas? Pourquoi 2000? Mais le problème, c'est d'arriver beaucoup parce que c'est la maison de la sage-femme. On aurait souhaité que ce soit un jour non ouvrable. Hein? Oui, mardi, oui, on aurait souhaité, mais je pense que chaque femme peut choisir son heure dans la journée. Toute la journée, au fait. C'est ça. Et notre ça ne dure pas. Hein, non, ça ne dure pas. Surtout qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui vont dans la part pour pouvoir faire cette action. Je pense que c'est le sacrifice, c'est le peu qu'on peut contribuer à ses compatriotes, à ses soeurs, à ses mères. Donc je pense que c'est notre partition que nous jouons. Il faut que la population joue sa partition en venant massivement ou bien en informant massivement
leur communauté pour venir à cette activité, pour profiter de ces dépistages, pour sauver, au moins une vie serait sauvée. Voilà. Docteur, la campagne c'est pour mardi, hein, donc vous mettez vos équipes. Hein. C'est surtout les 5 femmes qui l'organisent. Ah, coucou à elles, à ces 5 femmes. À nos 5 femmes qui nous ont accouchés et à cette association des 5 femmes qui fait quand même un travail remarquable. Donc, coucou à elles. Les femmes voient des Grands Lomé aussi. L'association des femmes vaillantes du Grand Lomé, qui se mobilise depuis quelques années déjà pour plusieurs choses et que cette vaillance de nos femmes nous accompagne vers des lendemains meilleurs pour la lutte contre le cancer. Le cancer nous tue, mais nous devons tuer le cancer. Et je pense qu'avec ces associations qui se mobilisent aujourd'hui de manière si énergique plutôt dans la lutte contre le cancer, je pense que nous avons foi que nous allons faire quelque chose et que demain sera meilleur pour nous dans cette lutte contre ce fléau qu'est le cancer. Docteur, excusez-moi, il y a ce préjugé, enfin en tout cas cette idée répandue. Est-ce que l'allaitement maternel participe, n'est-ce pas, à un moins risque d'avoir le cancer? Oui, il faut l'allaitement maternel, oui. L'allaitement maternel permet en fait de réduire. Ce n'est pas la succion du sein maternel. Enfin, non, pas la succion du sein de la femme. Hein. Non, c'est pas la succion. Ce qui est le plus répandu, malheureusement, c'est la succion. Parce que ça arrange les hommes, peut-être. C'est un grand débat. Mais non, ce n'est pas ça. Oui. Ce qui arrange plutôt, c'est l'allaitement maternel qui contribue, ça, de manière sûre, à la prévention ou à la réduction des risques. Maintenant, de l'autre côté, on n'en a peut-être pas vraiment parlé aujourd'hui. Oui. On sait qu'il y a des familles où le risque génétique existe. Moi, j'en connais. Nous avons enterré une de nos amies la semaine passée, dont la grand-mère est décédée d'un cancer du sein, dont la maman est décédée du cancer, et elle-même est décédée du cancer du sein. Donc, il y a cette notion aussi génétique familiale de cancer du sein, où il faut faire plus attention. Si vous avez déjà du cancer du sein dans votre famille, vous devez faire plus attention. Donc des prédispositions à cela? Oui, une prédisposition génétique, ce qui fait qu'il y a des analyses qui sont demandées par les spécialistes. Lorsque ce cancer existe dans la famille, les bilans sont plus précoces, le suivi doit être plus rigoureux pour que nous n'en arrivions pas au cancer. Maintenant, par rapport à ce que nous disons par rapport à l'allaitement maternel, oui, l'allaitement maternel contribue à la réduction de risque. Et puis, par rapport aux autres préjugés, nous y ferons attention, parce qu'il y a beaucoup d'autres préjugés. Les gens vont, on trouve une tumeur, on veut leur enlever la tumeur, le nodule, ils disent non, qu'on dit que la vie de la femme se trouve dans son sein, donc si vous enlevez un nodule, c'est que vous enlevez sa vie, elle ne veut pas. Il y a d'autres qui doivent faire obligatoirement une amputation au niveau du sein, enlever le sein, parce que le cancer est encore circonscrit au niveau du sein. Si on l'enlève, on a beaucoup de chances d'en guérir, mais elles disent non, on nous a dit que la vie du sein, c'est dans le sein, le souffle de vie se trouve dans le sein. Oui. Donc, il ne faut pas enlever la problématique du risque de chantage, de sorcellerie, de la malédiction existe. Si on me trouve un cancer, c'est que j'ai été maudit quelque part par quelqu'un. Il faut aller plutôt chercher ça, ce qui fait que les gens disparaissent par rapport au traitement. Le pasteur prière qui intervient, thérapeute qui intervient dans cette affaire. Des autres circuits parallèles. Quand on est diagnostiqué, écoutez, on vit des choses extraordinaires. J'ai une de mes infirmières qui est décédée d'un cancer du sein et qui, quand ça a été découvert, elle a refusé tout traitement parce que on lui avait dit que pour guérir son cancer, il fallait qu'elle donne sa robe de mariée et que sa robe de mariée devait servir à enterrer une dame. Donc on a pris sa robe de mariée pour enterrer une dame quelque part et on a dit c'est bon, tu vas guérir du cancer, et puis elle a dit, elle a refusé jusqu'à ce que ça se complique, jusqu'à ce qu'elle décède. C'est pour dire que nos sociétés aujourd'hui créent certains mythes autour du cancer, et comme Stéphane le dit, il faut qu'on démystifie le cancer, il faut qu'on vive avec le cancer, il faut qu'on y vive sur tous les plans, prévention, lorsque c'est arrivé, prise en charge, mais que la population en général togolaise sache que le cancer existe,
que chacun est à risque de faire un cancer et que nous nous y mettions ensemble dans ce combat. C'est ça. Oui, Stéphane, il y a tous ces préjugés autour de la maladie. Hein. Oui, oui, on ne finira pas de le dire, mais je pense que hier seulement, il y avait une dame qui a souffert d'un cancer du sein vraiment très avancé. Heureusement que nous avons trouvé une subvention pour pouvoir faire sa chimiothérapie. Mais malheureusement, puisque c'est une tumeur qui a envahi complètement le sein, on a bien traité le sein en question jusqu'à la fin de sa séance de chimiothérapie, mais le second sein est atteint. Et le second sein devait être opéré. Mais comme le docteur Pouvaille vient de le dire... Donc les deux seins peuvent être atteints? Oui, c'est tout proche, les deux seins sont tout proches, pourquoi pas. Donc, c'est pour ça qu'après le traitement d'un sein, il faut que les femmes à qui on a traité un sein puissent faire régulièrement leur check-up, leur mammographie régulièrement pour ne pas être surpris. Oui, pour ne pas être surpris pour le second sein. Donc la dame en question, pour le second sein qui est atteint, on lui a demandé qu'on va l'opérer. Et elle est venue vers nous. Heureusement qu'on a une chance de pouvoir prendre en charge ces kits d'opération qui coûtait à peu près 350 400 000 francs. Et on a fait le kit depuis la fin de l'année passée. Vous savez que cette dame n'est jamais venue. On l'a appelée en vain. Hier, j'ai appelé. Il y a souvent quand on n'arrive pas à la joindre, il y a un de ses proches qu'on téléphonait. Et j'ai appelé en vain. C'est le monsieur qui m'a appelé. Et je dis, mais c'est pour avoir cette dame-là. Il dit qu'elle est partie au village. Je dis, mais tiens, quel village? Bon, il m'a dit, je dis, mais on attend que son opération. Bref, le monsieur me fait comprendre que son histoire, c'est plus que spirituel. Je dis, quelle spiritualité pour qu'on puisse l'opérer et traiter son cancer. Le monsieur m'a dit que je ne peux pas comprendre. Vous voyez, c'est que ce cancer dans nos sociétés, on a encore un long chemin à faire. C'est ça. Un très long chemin à faire pour démystifier totalement ce cancer. C'est-à-dire que, par exemple, le début du mois d'octobre, il y a une dame qui a commencé son traitement au CHU, qu'on a enlevé pour aller rester dans un couvent, soit disant que le pasteur a dit qu'il va traiter et guérir son cancer. On l'a ramenée plus tard et elle est décédée. Donc, c'est des choses que nous devons vraiment attirer l'attention de nos populations, que le cancer, c'est plus grave à traiter au niveau des couvents, au niveau des tradithérapeutes. Le mieux, c'est de ramener la malade à l'hôpital pour qu'on puisse vraiment prendre en charge. Pourquoi pas pour pouvoir compléter par la prière, etc. Mais rester à l'hôpital. Oui, d'accord. Oui, au lieu d'aller rester quelque part où il n'y a même pas d'hygiène. Oui. Bien souvent ça. Donc on dit toujours que on m'a envoûté, etc. Oui, mais la plupart des femmes disent que c'est un envoûtement. Elles n'arrivent pas à accepter facilement que c'est une maladie comme les autres. C'est une maladie qui est vraiment très grave, c'est tout. Donc le traitement est vraiment à des coûts exorbitants. Mais ça se traite. Si on s'y met, ça se traite. Que les femmes togolaises comprennent aujourd'hui que si elles souffrent du cancer, c'est l'hôpital qui peut les traiter. On le dit toujours, parce que les gens disent que Noni guérit le cancer, Korosan guérit le cancer. Il y a des arbres, il y a des racines. Avec toutes les recettes, tu t'as maintenant, hein? Non, parce que nous comme je le dis, quand on voyage, s'il y a des herbes ou bien des astuces qui guérissent le cancer, à part le traitement médical, mais nous, les associations, on est là pour pouvoir accompagner les malades. Voilà. On est là pour pouvoir vraiment... Oui, surtout que c'est coûteux, l'espoir. Oui, voilà. Donc il ne faut pas qu'on se dise. Il y a une dame qui est morte comme ça, elle a utilisé que le noni, alors qu'elle a les moyens. C'est ça. Voilà, donc c'est une occasion pour nous aussi de conscientiser, d'enlever les préjugés et de considérer cette maladie comme toute autre maladie qu'on peut facilement guérir, docteur. Ah oui, absolument. Il faudrait que nous allions à cet état de conscience d'éveil. Et je pense que par rapport à ça, c'est l'occasion encore de dire qu'il faut cet élan national de la lutte contre le cancer, parce que puisque nous sommes tous à risque, essayons nous tous de nous y mettre. Autopalpation des seins, aller au dépistage. Il faut que les femmes soient présentes. Il faut que chaque femme se dise que je suis ambassadrice de cette lutte contre le cancer, personnellement, pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis et pour le pays. C'est ça. Merci. M. Outi, tu étais à sa fin. Quel message? Je connais le message déjà. Il faut qu'ils soient nombreux contre mardi. Hein. Oui, mais le meilleur cadeau que nous pouvons faire à ce mois d'octobre, en tant qu'un homme, en tant que femme, ayant les moyens,
c'est d'offrir une chance à une femme d'aller se faire dépister. C'est le meilleur cadeau à donner pour la fin de l'année. C'est rien, mais c'est symbolique pour que la femme puisse faire ce check-up pour se sauver la vie. Et la vie, c'est pas seulement au mois d'octobre, hein, non, c'est tous les jours. C'est toute l'année, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Nous le faisons tous les jours, mais plus pendant le mois d'octobre. On met l'accent. On met l'accent. Oui. Je pense que c'est le moyen qui manque, sinon nous le ferons plus davantage et plus de visibilité, mais on va y arriver aussi. C'est cela. Oui. Merci, M. Awiti, pour tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Que Dieu vous le rende, hein, comme vous êtes profondément croyant là. Hein. Docteur, un dernier message? Le dernier message, plusieurs derniers messages. Hein. D'abord au gouvernement togolais, merci. Merci au ministère de la Santé et à la division des maladies non transmissibles pour le travail remarquable dans la lutte contre les cancers. Merci à l'association des femmes vaillantes du Grand Lomé et aux sages-femmes pour le travail important qui est fait. Invitez donc la population le mardi 21 octobre à la marche. Monsieur d'État Santé. Absolument, à l'État Santé et à tous les médias d'ailleurs qui font un travail remarquable dans cette lutte. Oui. Et inviter tout le monde à la marche du mardi 21 octobre à 8h et au dépistage, mais également un message à toutes les bonnes volontés, comme je l'ai dit. Et nous pouvons offrir quelque chose. Nous pouvons offrir 5 francs, nous pouvons offrir 1000 francs, nous pouvons offrir 100 000 francs pour soutenir la lutte contre le cancer. Et avec l'assurance que ces fonds seront utilisés à bon escient pour aider directement cette liste de femmes que nous avons, et que tout le monde peut nous contacter ou vous contacter pour apporter son appui. Enfin, à toute la population, rappeler à toute la population que si nous ignorons la menace des cancers, nous irons dans un monde où le cancer va nous gagner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous de gagner le cancer. Et pour gagner ce cancer, nous devons nous mettre la main dans la main dans ce combat. Chacun doit aller au dépistage, chacun doit donner ce qu'il peut, sans psychose, ça c'est sûr, mais comprendre que nous avons un combat ensemble à mener dans l'intérêt national de notre cher pays, la terre de nos aïeux. Voilà, c'est sur ce mot d'espoir que se referment ces échanges en studio ici, et pour parler du mois rose d'octobre, la lutte contre le cancer. Merci à vous, docteur Daniel. Merci à M. Awiti, n'est-ce pas, de Espérance Vie Nouvelle. C'est avec vous que nous avons échangé sur cette maladie. Et donc, l'appel est lancé mardi, 21 octobre prochain, à 8h, devant le stade de Kéguy, c'est ça, la fédération? La fédération, oui. De la fédération. Oui. Et pour cette marche et en même temps pour ce dépistage précoce qu'organise ces femmes vaillantes de Grand Lomé avec d'autres associations. Merci à vous tous samedi prochain pour d'autres réflexions pendant ce temps. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci, docteur. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.